Hey, salut mes petits koalas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel hors-série. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont écrit en message privé pour me dire qu'ils avaient beaucoup aimé ma vidéo sur les mangas et m'ont demandé de leur conseiller d'autres mangas. Ce que je ne vais pas faire parce que sinon ça va prendre 1000 ans. Je vous conseille de venir en discuter avec moi sur Twitter ou sur Facebook, mais plutôt sur Facebook quand même. Du coup, je continue sur ma lancée et on reste un petit peu dans l'idée car je vais vous parler de mon top 5 de mes manhwas préférés. Avant toute chose, je tiens bien sûr à m'excuser auprès de mes amis coréens et des gens qui parlent coréen parce que je vais très certainement massacrer les noms et les mots. J'en suis vraiment désolé, je vais faire un effort sur la prononciation, de même que pour l'anglais ou le japonais, vous savez que je suis très nul pour ce genre de choses. C'est en rien une excuse, c'est à moi de faire des efforts, mais je tenais à m'excuser par avance au cas où j'écorcherais certains mots. Pour me rattraper, je les mettrai à l'écrit sur la vidéo. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un manhwa? Pour la faire simple, un manhwa, c'est tout simplement une bande dessinée coréenne, comme on appelle une BD en France, ou un comics aux USA, ou encore un manga au Japon. En gros, ça veut dire bande dessinée. En fait, c'est même pas en gros, je crois que c'est littéralement ce que ça veut dire. Mais en France, en règle générale, quand on parle de manhwa, les gens font référence à la bande dessinée qui ressemble au format manga japonais. Et c'est de ce format-là que nous allons parler. Petite parenthèse à ne pas confondre avec le manhwa, qui lui est chinois. Refermons la parenthèse et parlons de manga, manhwa et manhwa. On est bien d'accord pour dire que tous ces formats se ressemblent, mais que ce n'est absolument pas pareil. C'est un peu comme comparer la bande dessinée française ou belge avec du comics américain. Non, bon, ok, j'exagère, mais bon, vous avez compris l'idée, quoi. Quelque part, j'exagère, mais pas tellement, parce que lorsque vous lisez une BD française ou belge, un comics américain ou un manga ou même un manhwa, lorsque vous l'avez dans les mains, vous voyez qu'il y a des codes et des particularités propres à ce format. Alors moi, ce que j'ai lu et ce dont on va parler dans le top 5, ce sont principalement des manhwas sortis en France et du genre Sonnyun. Le Sonnyun, l'équivalent du shonen, est un manhwa dont la cible éditoriale sont les jeunes garçons de 8 à 18 ans, donc de jeunes adolescents, et dont le thème principal tourne autour du combat ou du sport. C'est en opposition au Sonnyong, désolé pour la prononciation, qui est l'équivalent du shoujo, et dont la cible éditoriale sont des jeunes filles. Bon, en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça, avec des sous-genres comme le gakuen ou le mecha, mais je vais pas en parler ici. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Donc je ne peux pas parler pour l'ensemble des manhwas, mais uniquement pour le genre Sonnyun que je connais. Pour moi, la principale différence avec le manga japonais, c'est sa forme très dynamique. L'action a une place prépondérante et est traduite par un enchaînement de cases très rapide, des traits de vitesse et pratiquement pas de paroles. Bien souvent, les personnages ont des noms typiquement coréens, formés par 3 noms propres comme Kim Jong-won ou Kim Ki-jeong. J'ai l'impression que le Kim en Corée, c'est un peu comme le Jean d'ici, Martin. Bon, apparemment, une autre différence serait que les manhwas se lisent comme les BD occidentales, de gauche à droite, alors que les mangas se lisent de droite à gauche. Mais bon, dans ma collection que j'ai, qui sont sorties en France, dans les nombreuses collections que j'ai, ça va des deux côtés. Donc, si vous en savez plus à ce sujet, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Bon, je vous ai assez pris la tête avec tout ça, mais je ne résiste pas à vous dire encore quelques trucs avant de commencer mon top 5. Premièrement, je suis quelqu'un de old school. J'ai pas dit vieux. Les manhwas que je vais traiter aujourd'hui sont des manhwas qui datent un petit peu. Mais il est important de noter que la Corée du Sud est aujourd'hui l'un des premiers pays producteurs de bandes dessinées au monde. Que les manhwas ont des revues comme IQ Jump ou Young Champ qui ont été créées sur les modèles de revues japonaises et qu'il existe plein de jeunes manhwas que je ne connais pas qui auraient très certainement eu leur place dans ce top 5. Donc je m'en excuse par avance, et si vous en connaissez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Il est malheureux de se dire que le manhwa a eu du mal à trouver son public en France, et que des maisons d'édition spécialisées dans le manhwa comme Sebd ou Safira ont fait faillite. D'ailleurs, une partie de leurs titres ont été repris par Samji, qui est aujourd'hui en cessation d'activité, et ça, c'est bien dommage. Bon, chassons ces mauvaises pensées, et cette fois, c'est vraiment parti. Allez, top 5 de mes manhwas préférés. Numéro 1, High School. Alors ça n'a pas été facile pour moi car j'aurais une égalité avec mon numéro 2, mais ce qui fait la différence c'est que High School est terminée en France, elle est parue entièrement et ça fait des collections complètes. High School est un manhwa de Kim Young-ho et de Jeong Sang-yoon. Jusqu'au tome 6,
puis uniquement de Kim Young-ho pour les tomes 7 à 12. Publié en français chez Tokebi, c'est un manhwa complètement décalé, peu conventionnel et qui me fait marrer. On pourrait le qualifier de furio car il traite de baston entre lycéens, mais par la suite prend un tournant contre la mafia coréenne. Bon, parlons de l'histoire. Jo Pae, le héros, est un voyou complètement barge qui vient d'arriver au lycée Sangrok. Disons-le tout net, il est pas très malin. Plutôt bon à la baston, mais surtout complètement inconscient. Sa rencontre avec le puissant mais complètement malchanceux Aura, et avec le beau gosse ténébreux mais complètement à l'ouest Han-ryu, vont le mener vers la domination de son lycée et peut-être, comme il le déclare à qui veut l'entendre, vers un nouvel empire. Dès le tome 1, on revit les mêmes éléments de la première journée sous 3 angles différents, celui des 3 personnages principaux. Alors c'est un manhwa qui me fait marrer, déjà les persos Aura et Han-ryu sont peu conventionnels, même s'ils restent des archétypes du genre. Ce type de personnage, le mec qui se prend pour un beau gosse, tout le temps bien fringué pour se la péter, le mec complètement drogué et gothique et qui fait flipper, car complètement imprévisible et à l'ouest, sont bien souvent des archétypes de méchants, d'adversaires dans ce genre. Or là, ce sont des personnages principaux et ça me plaît. Mais aussi l'humour et le dessin sont vraiment sympas. Bien sûr, le style graphique du manhwa est parfaitement reconnaissable avec ses combats enchaînants en cases rapides et très de vitesse. Les décisions de Jo Pae et les rumeurs qu'il déclenche sur son passage me font rêver. Les mecs vont tellement loin dans la rumeur que c'en est génial. Une petite critique quand même, on sent que jusqu'au tome 7, les auteurs voulaient faire un manhwa de baston classique, mais par la suite, ça part en cacahuète. Et je pense que c'est dû au départ de Jeong Sang-young, ce qui a malheureusement, selon moi, et c'est que mon avis, ça sort de nulle part, mis fin précipitamment au manhwa. Bref, High School est un manhwa que j'adore pour son absurdité et ses bastons, mais surtout pour le personnage de Han-ryu, qui est un personnage profond et complexe. C'est un manhwa que je vous conseille vivement, même s'il est un peu dur à trouver du fait de son arrêt de parution. Allez, on passe au numéro 2, Demon King. Ça aurait pu être mon numéro 1. Demon King est un manhwa de Ra In-soo et de Kim Jae-kwon. Publié depuis 2002 aux éditions Day One en Corée, en France, ce manhwa a été publié aux éditions Tokebi jusqu'au volume 23, puis brutalement arrêté à la suite de l'annonce de la mise en liquidation judiciaire le 22 juillet 2008 de l'éditeur. En 2010, les éditions Samji récupèrent le titre et sort la suite jusqu'au tome... Bon, j'avoue, j'ai rien trouvé de sûr. Moi, je l'ai jusqu'au numéro 27. Merci Monsieur Gaoui et la société GMDT Déménagement de Paris, que je vous déconseille, qui ont perdu la moitié de mes mangas faciles et qui m'ont quasiment pas remboursé. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais après le 27, j'ai vu qu'il y avait des numéros jusqu'au 38 actuellement, mais je ne sais pas si c'est la fin de la série. Si vous le savez, si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En tout cas, c'est un manhwa fantastique de combat, de magie et d'arts martiaux. Notre héros Demon King est un des messagers de la mort, ouais, carrément. Il a pour mission de conduire les âmes au royaume des morts et de détruire toutes les créatures des ténèbres passées illégalement dans le monde des vivants. Il a l'apparence d'un jeune garçon, mais sa maîtrise des arts martiaux et sa puissance sont hors normes, même pour un serviteur de l'au-delà. Alors qu'il ne fait que son travail, les hautes instances l'informent d'une évasion massive du royaume des morts d'âmes mauvaises de maîtres en arts martiaux. On y envoie donc Demon King, ce jeune garçon d'apparence, pour les poursuivre et les renvoyer dans le monde des morts. Car c'est lui le plus puissant, il le sait et il le prouve. Il va s'allier avec d'autres personnages importants de l'histoire qui le prendront d'abord pour un enfant faible et qui découvriront sa puissance aussi étonnée que ses ennemis. Demon King est un de mes manhwas préférés, tout simplement parce que le héros est un héros du type que l'on voit peu et que j'adore. En tout cas, que l'on voyait peu à l'époque. Il est fort, il le sait, et il déglingue ses ennemis avec une facilité déconcertante dès le début du manhwa. C'est-à-dire un héros balèze sans concession. Moi, j'aime les héros balèzes. C'est l'opposé de l'archétype du héros à la Goku ou à la Van Damme dans ses vieux films, qui lors de ses combats prend une branlée puis découvre par le pouvoir de la volonté, de l'amour, de l'amitié, rayer la mention inutile, une force nouvelle et reprend le dessus. Parfois j'aime bien, mais j'avoue que ça me saoule. Moi j'aime les héros puissants qui savent déjà qu'ils vont gagner leur combat. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas tomber sur des adversaires puissants ou qui ont du mal, mais en tout cas, ils déglinguent les sbires et les souffrifs en un coup. Demon King, c'est un peu un One Punch Man avant l'heure. One Punch Man étant un de mes animes favoris, mais le principe de One Punch Man, justement, c'est que c'est exagéré. Bref, Demon King possède un bon essaim, alterne entre humour parfois subtil, parfois grossier, mais toujours recherché, avec de la dérision, des moments sérieux, de bons combats et des écoles d'arts martiaux
qui possèdent des techniques plus folles les unes de les autres, comme on les aime, et qui donnent envie de savoir quelle école, maître ou technique il va affronter par la suite. Si vous aimez les films de kung-fu des années 90, vous allez aimer ce manhwa. Le bémol, c'est qu'on ne sait pas où en est la parution et que certains volumes valent une blinde sur le marché de l'occasion, allant de 40 voire 60 € pour un manga. Quand je pense à la collection que j'avais et que on m'a remboursé même pas 80 centimes le manga, je suis fou quoi, je suis fou. Allez, le passé c'est le passé, n'y pensons plus et pensons à notre numéro 3, Youngbi. Youngbi est un manhwa de Moon Chong-yu en 23 volumes, tous publiés en France, mais avec difficulté. Le 23e et dernier volume a mis quasiment 1 an et demi à être publié après le volume 22, et ceci par les éditions Samji, qui avaient repris le catalogue de Togebi après la faillite des éditions Sebd en 2008. Quelques centaines de volumes à peine ont circulé en France, et le dernier volume est difficile à trouver. De temps en temps, on trouve un passionné qui se sépare de son intégrale en occasion sur le web, mais les prix en sont souvent très élevés. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un très bon manhwa. Allez, histoire. Youngbi est un chasseur de primes un peu simple et naïf qui ressemble à un pauvre hère dans la Chine médiévale. Accompagné de son fidèle cheval Big Ryong, vivant de petits travaux, il parcourt le pays à la recherche de criminels dont la tête est mise à prix. L'histoire s'ouvre sur notre héros qui a capturé un des plus dangereux criminels de la région, Gu Hui, le chef de la bande des Serpents Noirs, une bande d'assassins. Après divers gags sur le trajet qui mène Gu Hui en prison, j'avoue ça me fait trop marrer, il rencontre un enfant portant un médaillon d'or qui est censé le conduire vers un formidable trésor et de formidables aventures. Sans spoiler l'évasion de Gu Hui qui cherche à prendre sa revanche, le gang des Sangs Rouges qui essaie de manipuler Youngbi vont tenir l'histoire en haleine le long des tomes. Mais surtout, nous allons découvrir qu'en dehors de ses blagues débiles et de ses remarques déplacées, Youngbi semble bien trop fort pour n'être qu'un simple chasseur de primes errant. Alors Youngbi, pour moi, un super manhwa, car encore une fois, nous avons un héros balèze, mais vraiment balèze, qui balaye ses ennemis aussi facilement que je fais des courses. Mais surtout, avec de l'humour qui est à se pisser dessus. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait marrer. Les dessins sont graphiquement sympas, même si je trouve que pour les combats, ils ne sont pas assez nets et descriptifs, voire parfois brouillons. Les personnages, même si ce sont de bons clichés de films de kung-fu des années 90, sont quand même super intéressants. C'est dommage qu'ils ne paraissent plus et surtout que l'on n'ait pas de boîte d'édition qui reprenne la suite, car les aventures de Youngbi continuent en Corée. Après le numéro 23, qui est la fin de la série, une suite a vu le jour en 2006 en Corée du Sud. Elle se déroule directement après la fin du premier manga et est appelée Youngbi Bulpae Oejeong. Cette suite n'est malheureusement pas éditée en France et j'avoue que j'aurais aimé en lire quelques tomes. Bon, s'il y a des éditeurs qui nous écoutent, qui voient cette vidéo, n'hésitez pas à faire paraître ce manhwa, je suis sûr qu'il va tout déchirer. Allez, mon numéro 4, Mafia School. Mafia School est un manhwa de Kim Ki-jeong et de Shin Hee-cheol. Sorti en 2005 en France, il compte 9 tomes en Corée, mais dont seulement 5 sont sortis chez nous. Franchement les gars, vous abusez. Pour des séries comme Détective Conan ou One Piece qui ont des centaines de tomes, je comprends. Mais pour une série qui a 9 tomes, franchement vous en sortez 5. Demandez à votre lectorat s'ils veulent bien avoir la suite, sortez-les en édition limitée, j'en sais rien. Mais faites l'effort quoi. Non, je suis d'accord, mais on est là pour parler de l'histoire de Mafia School, pas pour pousser une gueulante. Ouais, mais les mecs abusent, vous abusez. Kang-hoon, notre héros, vient de passer 15 ans en prison car il est le parrain d'un gang de mafieux qui contrôle une zone de la ville. Du haut de ses 40 ans, il est une figure de légende dans la pègre, avec son énorme corps qui atteint presque les 100 kilos. Mais en prison, il a rencontré un prêtre qui l'a remis sur le droit chemin. Aussitôt sorti de prison, il confie les rênes de sa famille mafieuse à son bras droit et lui demande un service. Selon lui, c'est à partir du moment où il a quitté le lycée que sa vie s'est écartée du droit chemin. Alors, il doit repartir du bon pied. Et pour cela, il doit retourner au lycée. Il va donc se faire passer pour un lycéen de 17 ans avec sa carrure et sa tête de quarantenaire. Bien sûr, vous vous doutez bien qu'il ne passe pas inaperçu, et malgré le fait qu'il essaye de bien faire, il finit par se retrouver dans des embrouilles et des bastons. De plus, c'était sans compter sur le gang rival de sa famille, qui n'attendait que sa sortie de prison pour lui régler son compte. Alors j'aime bien Mafia School parce que c'est absurde, ce vieux quarantenaire qui essaie de se faire passer pour un lycéen, ces mafieux complètement loufoques et débiles, les ajustements de Kang-hoon qui le font passer pour un extraterrestre me font marrer. Bien sûr, c'est pas de la grande lecture et c'est même vachement premier degré, mais c'est divertissement et finalement on se pose quand même de grandes questions, comme qu'est-ce que la rédemption et qu'est-ce que le bien ou le mal.
Maintenant que j'en parle, j'ai vraiment l'impression qu'il est dans ce top 5 pour une raison sentimentale. Mais bon, c'est aussi à ça que ça sert de parler de mes manhwas préférés, c'est de vous en faire découvrir. Pour le dernier, je voulais vous parler de Sunken Rock, mais même s'il reprend les codes du manhwa et qu'il se passe en Corée, c'est tout de même un manga. Alors du coup, je vais vous parler de mon numéro 5, Eureka. Eureka est un manhwa de Kim Young-kyung et de Son Hee-jung, publié en Corée du Sud aux éditions Aksan dans les années 2000. Les 26 premiers volumes ont été publiés en français aux éditions Togebi, puis repris à partir du numéro 27 par les éditions Samji jusqu'au 34. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2020, les éditions Meian rééditent le manhwa en France. Il commence par un coffret, une box, contenant les 10 premiers types. Je fais pas de pub, je suis pas payé pour ça, mais c'est vraiment un super manga, et franchement, ça vaut le coup. Ouais, j'ai dû me racheter la box parce que, après le déménagement, il me restait plus que 4 volumes sur tout ce que j'avais. Allez, maintenant, voyons l'histoire. Jang-kook, Kwon-soo et Woong-sook sont de jeunes étudiants et amis passionnés par le jeu de rôle en ligne appelé Lost Saga. Pour jouer à ce jeu, il faut un compte nominatif où on scanne son corps dans une machine. Puis on met un casque de réalité virtuelle et on contrôle son double dans un monde médiéval fantastique. Bon, déjà j'aime bien l'idée du MMORPG qui se passe dans une réalité virtuelle. Et pour ceux qui pensent « Ah, encore, on l'a vu et revu 1000 fois », je vous rappelle que la parution de ce manga date des années 2000, où les MMORPG n'étaient pas aussi connus que de nos jours. World of Warcraft, par exemple, apparaît seulement en 2001, et il va démocratiser ce style de jeu. De même, la réalité virtuelle n'en était qu'à ses balbutiements. Eureka est pour son époque un précurseur, même si d'autres œuvres existaient, c'était quand même dans le milieu du manhwa, un ovni, et c'est pour ça qu'il est aussi marquant. Bref, dans cet univers, Jang-kook se nomme Loto, c'est un mage puissant de haut niveau qui parcourt le jeu avec ses amis. Kwon-soo qui incarne Boromir le prêtre et Woong-soo qui incarne Adol le guerrier sont bien sûr des joueurs de haut niveau qui ont chacun une sous-classe. Bon, ne rentrons pas dans les détails techniques, sinon on va comparer ça à TKC et autres MMO de vieux, que j'ai connus parce que je suis vieux. Bref, le jour de son anniversaire, Jang-kook va renouveler son abonnement annuel au jeu Lost Saga et se retrouve accidentellement en possession d'un disque pirate qu'il utilisera sans s'en rendre compte. Il aura pour effet de se connecter sur l'apparence d'un personnage féminin qu'il nommera Eureka. La personne à qui appartient ce disque utilise un personnage boosté qui est l'œuvre d'un programme de triche. Donc, Jang-kook se retrouve dans le corps virtuel d'une femme, mais avec des pouvoirs cheatés. Il en profite pour rejoindre ses potes et se fait passer pour une joueuse. Après quelques péripéties et quiproquos amusants où il ne dit rien sur sa véritable identité à ses amis, il décide de se reconnecter avec son corps à lui et son personnage. Mais il se rend compte que Eureka est toujours connectée et elle semble posséder sa propre personnalité. Ce qui est impossible, car c'est le nom et la personnalité que Jang-kook avait inventé. Ce n'est pas non plus une joueuse, ni un PNJ. De plus, elle ne peut pas maîtriser de classe, mais elle a 999 sur 999 à toutes ses caractéristiques, ce qui est des plus troublants. Cela survient lorsqu'une grande annonce dans le jeu promet un changement radical dans les conditions du jeu lié à un événement roleplay du monde. Et je ne vous en dis pas plus. Mais c'est vraiment sympa pour les vieux geeks comme moi qui ont connu les anciens MMO avant l'avènement de WoW. Le manhwa est très bien et à l'époque soulevait la question de la nouveauté du phénomène dans la société coréenne et du rapport des jeunes aux jeux vidéo. L'action et l'humour sont bien sûr au centre de ce manhwa et le scénario est vraiment sympa avec plein de rebondissements et de suspense. Un autre point qui fait que ce manhwa a été longtemps apprécié en France, c'est la relation que l'auteur entretenait, ou entretient toujours peut-être, avec les lecteurs français. Il est en effet venu plusieurs fois en France et a rencontré son public. Voilà, ce top 5 de mes manhwas préférés est terminé. J'aurais pu parler encore de plein d'autres manhwas tels que Shangshu, PK ou encore Ragnarok, mais il fallait que je fasse court. Non mais c'est quoi ce délire? Elle dure au moins 20 minutes cette vidéo. Si vous-même vous avez des manhwas préférés que vous souhaitez me faire découvrir à moi ou aux abonnés de la chaîne, je vous invite à les écrire en bas de cette vidéo et je serai plus que heureux d'en découvrir des nouveaux. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker ou à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à participer à l'avènement d'un nouvel empire, comme le dit Joe et pas, en participant sur Tipeee et en entrant dans le clan du Furansu Gang. Chaque don nous sert pour entretenir la chaîne, mais aussi donne droit à des contreparties. Je vous laisse découvrir tout ça sur le site. Allez, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe ce que vous faites. Et comme le dit quelqu'un que j'aime... Au revoir. Au revoir les enfants.